Le 5 janvier 2026, 4e année, jour 316 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue à tous. Pour le rapport quotidien de la situation, dans le rapport d'aujourd'hui, nous voyons la fin effective de la présence russe à Kupiansk, ainsi qu'un nouveau niveau d'escalade dans la guerre des drones, grâce à des constructions improvisées et des combats urbains autour de Pokrovsk, désormais plus proche du centre-ville, entre autres. Selon le porte-parole des forces conjointes ukrainiennes, il y a désormais un peu moins de 100 soldats russes à Kupiansk. Il y a quelques semaines, on évoquait encore 200 soldats. Les opérations de nettoyage ukrainiennes touchent donc à leur fin. Les forces russes restantes se cachant principalement dans des caves au centre-ville. Malgré cette situation, selon les informations ukrainiennes, les commandants russes auraient reçu l'ordre de reprendre Kupiansk d'ici février. Voyons où ils en sont actuellement. À peu près ici en haut. Ceci est définitivement encore sous construction russe, ici dans cette zone, c'est incertain. Cependant, il est tout à fait clair qu'il ne reste pratiquement plus de soldats russes dans la ville elle-même, sauf ceux qui se trouvent ici, au centre de la ville. Ceci contredit clairement la réalité sur le terrain et montre encore l'écart entre la situation réelle et les objectifs de la Russie. Mais si nous repensons à cela, nous savons aussi que les commandants russes à Koursk ont reçu directement de Poutine 4 échéances pour la reconquête, qu'ils n'ont pas pu respecter. Ainsi, au lieu de 2 à 3 semaines, cela a finalement pris, je crois, 219 jours. Et même si les Russes essaient de reprendre la ville, et ils vont essayer, les quelques moins de 100 soldats ne seront de toute façon plus là pour le voir. Il semble que le camp russe expérimente une nouvelle improvisation particulièrement dangereuse dans la guerre des drones. Selon les rapports, un système de missiles solaires portatifs, c'est-à-dire un Manpads, a été directement monté sur un engin mobile dans la guerre des drones. Le levier de déclenchement et la détente sont actionnés à distance par des servomoteurs sans intervention manuelle de l'opérateur. Les commandes et l'image vidéo transitent peu là par un réseau maillé, augmentant portée, redondance et réduisant la vulnérabilité du drone aux interférences. Opérationnellement, cela modifie considérablement la situation de menace. De tels drones ne représentent plus seulement un danger pour les cibles au sol, mais deviennent des plateformes de défense aérienne mobiles et difficiles à prévoir. Ce concept est très dangereux pour les hélicoptères, qui doivent s'approcher des drones pour les abattre avec leurs mitrailleuses, ainsi que pour les avions de chasse de l'armée de l'air ukrainienne. Lors de l'interception d'un tel drone à proximité des aérodromes ou des bases avancées, ces drones pourraient également être utilisés théoriquement comme embuscade improvisée en interceptant des avions qui se trouvent en phase de décollage ou d'atterrissage, c'est-à-dire au moment le plus vulnérable de leur mission. En même temps, ce système montre moins une supériorité technologique qu'une pression à s'adapter. La Russie tente, avec ses solutions improvisées, d'augmenter les chances de survie du drone et cherche bien sûr aussi à essayer d'abattre un appareil ennemi avec ce même système. L'efficacité et la fiabilité réelle de ces constructions restent incertaines. Il est cependant clair qu'elles augmentent encore la complexité et la dangerosité de l'espace aérien, et que la frontière entre drones d'attaque et drones de défense devient de plus en plus floue. Ce qu'il est également très important de mentionner ici, c'est bien sûr l'effet psychologique. On ne peut plus supposer que les drones ne riposteront pas. Cela signifie que les Ukrainiens n'essaieront probablement plus, à certains moments, de s'approcher aussi près d'un drone ou d'adopter l'angle d'attaque typique comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Cela pourrait permettre à certains drones d'atteindre leur cible malgré tout. Pilote de drone de la 25e. C'est la brigade aéroportée. Dans la région de Pokrovsk, elle a détruit une colonne russe de quad, utilisée apparemment pour des déploiements rapides et des préparatifs d'attaque. Ce qui frappe, c'est que les attaques montrées dans les vidéos ont lieu non pas sur des routes d'approvisionnement découvertes, comme récemment, mais souvent directement en zone urbaine. Les combats se sont déplacés vers les zones urbaines, où les forces russes manœuvrent désormais avec des véhicules légers dans les zones bâties. Surtout les quads que nous pouvons voir ici sont particulièrement adaptés à cela. D'après la situation et les schémas de mouvement, on peut supposer qu'ils se trouvaient quelque part ici, dans la partie nord de la ville de Pokrovsk, où des unités ukrainiennes continuent d'opérer et où les avancées russes sont repérées puis combattues. À Dnipro, selon le maire, l'usine Olejna a été la cible d'une attaque russe. Environ 300 tonnes d'huile se sont échappées et ont contaminé les rues voisines, dont une partie a brûlé. Des équipes municipales interviennent pour éliminer l'huile et limiter l'impact sur la circulation et l'environnement. Ces derniers jours, nous avons souvent vu pourquoi il ne faut pas rester groupé à portée des drones, mais d'une manière ou d'une autre, ces vidéos deviennent étonnamment fréquentes en ce moment.
Voici une autre séquence d'un drone ukrainien attaquant et touchant un groupe de fantassins russes. Aussi étrange que cela puisse paraître, cela permet d'économiser des drones et des nerfs. Ici, c'est la même chose à nouveau, collés les uns aux autres, en groupe, en plein milieu de la zone de combat. Qu'est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'il se passe d'autre? Non? La vraie question, la formation est-elle si brève et incomplète pour ignorer cela? On voit la même chose ici. Les Russes roulent avec un Boukanka sur une route, car aujourd'hui, les véhicules civils sont la norme dans l'armée russe. Puis, ils aperçoivent un drone et se précipitent tous ensemble d'un côté, et le drone emporte à nouveau 2 personnes dans la mort, mais ne touche pas le véhicule. On voit ici le drone et le Boukanka. Pour YouTube, le caméraman doit censurer ces images, mais elles sont visibles sans censure sur ma chaîne Telegram. La vidéo vient de la Dixième. Brigade de défense territoriale actuellement près de Uljapol. Au fait, il n'y a pas de nouvelles du terrain aujourd'hui, mais il y a une autre information importante. Après que Trump ait d'abord repris et publié sans vérification, fin décembre, la version russe d'une prétendue attaque de drones ukrainiens contre la résidence de Poutine, il fait maintenant marche arrière. Il affirme ne plus croire à la réalité de cette attaque. Un événement a eu lieu à proximité, mais sans lien avec la résidence de Poutine. Trump rompt ainsi ouvertement pour la première fois avec la version de Moscou, sans preuve présentée à ce jour. L'accusation russe d'une attaque terroriste avec 91 drones reste non prouvée, illustrant la rapidité avec laquelle des récits russes non vérifiés peuvent influencer l'international, notamment chez Trump. Mais ce n'est pas tout ce qui a changé, le ton envers l'extérieur a également changé une nouvelle fois. Le compte officiel du ministère américain des Affaires étrangères en Russie et en Iran a publié sur X un message très tranchant, accompagné de la phrase « Le président Trump est un homme d'action ». Vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Donc en allemand, « Le président Trump est un homme d'action ». Tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Cela montre en tout cas un avertissement clair. Dans l'interprétation, ce n'est pas vraiment une diplomatie classique, mais plutôt une démonstration de force politique vers l'extérieur. Un tel ton de la part d'un compte officiel du gouvernement ne s'adresse pas seulement à son propre public, mais plutôt à des acteurs extérieurs. Washington privilégie désormais les consultations, surtout après l'échec constant des discussions russes sur l'Ukraine ainsi que l'enlèvement du président vénézuélien. Les décisions doivent désormais être perçues comme immédiates, résolues et non plus négociables. Cela correspond à la communication politique et au niveau rhétorique de l'administration Trump. Seulement quand on met quelqu'un sous pression avant des démarches formelles. Merci à tous les abonnés, membres et à l'équipe ALGE. Merci spécial, comme toujours, au lieutenant-colonel Rennecke, Robert Siller, Dietrich, Freddy et Meyerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires, et à la prochaine mise à jour de la situation.